Une fille rejetée par sa propre mère découvre un secret dévastateur qui explique des années de froideur et de mépris. Des documents cachés révèlent une vérité choquante sur sa naissance et une tragédie familiale qui a tout changé. Cette histoire de douleur, de pardon et de nouveau départ transformera votre vision de la famille à jamais. Préparez-vous à pleurer avec ce récit émouvant. Laissez un pouce bleu, abonnez-vous et dites-nous depuis quelle ville vous regardez. Cette vidéo qui émeut le monde entier. Le ciel de Bourgogne saignait dans des tons orange et rouge lorsque le téléphone sonna. Le son résonna contre les murs de l'appartement vide comme un présage indésirable. Amélie Dubois hésita. Quelque chose au fond d'elle criait que cet appel allait tout changer. Ses doigts tremblants saisirent l'appareil tandis que sa respiration se suspendait. « Allô ?» Sa voix sortit plus fragile qu'elle ne l'aurait souhaité. De l'autre côté du fil, le silence pesa quelques secondes avant qu'une voix âgée et chevrotante ne s'élève. « Amélie Dubois ? La fille de Madeleine Moreau ? Oui, c'est moi. Je m'appelle Clotilde. J'étais une amie de votre mère, il y a de nombreuses années. » La voix hésita, chargée d'un poids invisible. « Nous devons parler. Il y a des choses que vous devez savoir. » Amélie sentit son cœur s'accélérer. 5 ans s'étaient écoulés depuis les funérailles de sa mère, et les blessures, bien que cachées sous la façade de sa réussite professionnelle, pulsaient encore comme au premier jour. « Votre mère n'était pas celle que vous pensiez, ma petite. » La voix de Clotilde trembla. « Elle a caché des documents importants sur votre passé dans l'ancienne maison de campagne familiale. Des documents qui pourraient expliquer beaucoup de choses. » Le monde d'Amélie sembla s'effondrer. L'image de Madeleine, cette femme admirée de tous dans le petit Valmont-sur-Loire, la matriarche exemplaire et dévouée, la bienfaitrice locale que tous rêveraient après sa mort. Tous, sauf sa propre fille, qui portait dans sa poitrine le vide de celle qui n'avait jamais reçu une étreinte sincère. « Quel genre de document ?» demanda Amélie, tandis que les souvenirs inondaient bas son esprit. Les dîners silencieux, les regards froids, les mots jamais dits, l'affection toujours refusée. Je ne peux pas en dire plus par téléphone. Je suis trop vieille pour emporter ce secret avec moi dans la tombe. Votre mère était mon amie, mais ce qu'elle a fait... La voix de Clotilde se brisa. Vous méritez de savoir la vérité. Quand l'appel se termina, Amélie resta immobile, le téléphone toujours à la main, tandis que le ciel s'assombrissait enfin, comme si la nuit voulait embrasser sa confusion. À 45 ans, propriétaire d'une des agences de design d'intérieur les plus prestigieuses de Paris, elle avait construit une forteresse autour d'elle, impeccable, inébranlable, parfaite. Une forteresse que personne ne pénétrait, car elle avait appris très tôt qu'aimer signifiait souffrir. Dans le miroir du couloir, son reflet racontait une autre histoire. Des yeux fatigués qui implorèrent des réponses, des rides prématurées, sculptée par l'effort constant d'être suffisante pour quelqu'un qui ne l'avait jamais vue. Comment pouvait-il y avoir encore plus de secrets? Qu'est-ce qui pouvait être pire que de grandir comme une étrangère dans sa propre maison? Cette nuit-là, Amélie ne dormit pas. Au lieu de cela, elle ouvrit une bouteille de vin et étala sur la table de la salle à manger les quelques photographies de famille qu'elle possédait. Sur chacune d'elles, le même schéma. Sa mère, Madeleine, toujours légèrement éloignée d'elle, ne la touchant jamais, ne la regardant jamais vraiment. Comment personne n'avait-il jamais remarqué? Quand le soleil se leva, Amélie avait déjà pris sa décision. Elle prit le téléphone et appela son assistante. « Marianne, j'ai besoin que vous preniez en charge l'agence pendant quelques semaines. J'ai une affaire personnelle à régler. » Elle marqua une pause. « Et annulez tous mes rendez-vous, je retourne à Valmont-sur-Loire. » La petite ville semblait suspendue dans le temps. Les maisons colorées de la place du village, l'église principale, avec ses clochers imposants, tout restait pareil. Mais en garant sa voiture sur la place principale, Amélie sentit que quelque chose avait changé, elle-même. Elle revenait maintenant non pas comme la jeune fille silencieuse partie 27 ans plus tôt, mais comme une femme en quête de réponse. Les regards curieux la suivirent tandis qu'elle marchait vers la pâtisserie. Valmont-sur-Loire était, ainsi, un endroit où les secrets étaient gardés pendant des décennies, mais où les commérages couraient à la vitesse du vent. Amélie entra dans l'établissement et immédiatement, les conversations cessèrent. Amélie, mon Dieu, comme...
Vous avez grandi, s'exclama Madame Geneviève, la propriétaire, avec un étonnement sincère. Qu'est-ce qui ramène notre célébrité parmi nous? Je revisite juste quelques souvenirs, Madame Geneviève, sourit-elle poliment. Et je cherche une dame nommée Clotilde Mendès. Savez-vous où je peux la trouver? Le silence qui suivit fut lourd de sens. Madame, Geneviève échangea des regards avec d'autres dames présentes avant de répondre. Clotilde Mendès habite au bout de la rue des Acacias, dans la maison en pierre. Mais ma petite, elle ne va pas très bien ces derniers temps. Elle dit des choses. Elle baissa la voix. Des choses sur le passé que personne ne confirme. Amélie remercia et sortit, sentant le poids des regards dans son dos. Le soleil de Bourgogne tapait sans pitié, tandis qu'elle conduisait sur le chemin de terre en direction de la maison de campagne familiale, située à quelques kilomètres de la ville. Le bâtiment de 2 étages, avec son architecture de maison, de maître et ses jardins autrefois exubérants, semblait maintenant une version fantomatique de lui-même. Elle se gara et marcha lentement jusqu'à la terrasse. La vieille clé tourna difficilement dans la serrure. L'odeur de moisi et d'abandon l'accueillit comme une gifle de souvenirs. Chaque pièce, chaque meuble couvert de drap blanc, semblait murmurer des histoires d'une enfance marquée par le sentiment constant de ne pas appartenir. Madame ne devrait pas être ici. Amélie se retourna, surprise. Sur le seuil du salon, un homme mince et voûté l'observait avec méfiance. « Monsieur Antoine, c'est vous ?» Elle reconnut l'ancien gardien. Maintenant beaucoup plus âgé et fragilisé. « Oui, Madame Amélie. Je continue de m'occuper de la propriété, comme votre mère l'a demandé. » Son regard évitait le sien. « Mais il y a des pièces que je ne peux ouvrir à personne. Ce sont les ordres exprès laissés par Madame Madeleine. » Amélie respira profondément, sentant la colère monter en elle. « Monsieur Antoine, cette maison est maintenant à moi. Et j'ai besoin d'avoir accès à toutes les pièces. » Le vieux gardien secoua négativement la tête. « Je suis désolé, mais j'ai fait une promesse. Le bureau et la chambre principale doivent rester fermés jusqu'à... » Il s'arrêta brusquement. « Jusqu'à quand, monsieur Antoine ?» insista Amélie. « Jusqu'à ce que ce soit le bon moment. » répondit-il énigmatiquement avant de se retirer, la laissant seule avec ses questions. Cette nuit-là, logée dans la seule auberge de la ville, Amélie reçut la visite de sa tante Thérèse, sœur cadette de sa mère et la seule parente. Proche encore en vie. Tu aurais dû me prévenir que tu revenais. Thérèse semblait nerveuse, ses doigts agités ajustant sans cesse le collier de perles qu'elle portait. Que cherches-tu ici, après tant d'années? Amélie étudia le visage de sa tante. Les mêmes yeux marrons que sa mère, mais sans la dureté qui avait toujours caractérisé le regard de Madeleine. La vérité, ma tante. J'ai reçu un appel d'une certaine Clotilde. Le visage de Thérèse pâlit visiblement. Clotilde Mendès, cette vieille parle trop. Amélie, crois-moi quand je dis que certaines vérités n'apportent que plus de douleur. Tu as construit une belle vie à Paris. Pourquoi remuer un passé qui ne peut être changé? Parce que ce passé m'a détruite, ma tante. Amélie sentit des larmes se former, chose qu'elle se permettait rarement. J'ai passé ma vie entière à me demander pourquoi ma propre mère ne pouvait pas m'aimer, pourquoi elle me regardait, comme si j'étais un fardeau, une déception constante. Thérèse détourna le regard, visiblement perturbée. « Ta mère avait ses démons, Amélie, nous en avons tous. » « Quels démons, ma tante? Quels sont ces secrets que tout le monde semble connaître, sauf moi ?» Mais Thérèse se leva simplement, ajustant nerveusement sa jupe. « Retourne à ta vie, Amélie. Laisse les morts en paix. » Et elle sortit précipitamment, ne laissant derrière elle que le parfum de lavande et d'autres questions sans réponse. Le lendemain matin, Amélie engagea une petite équipe locale pour commencer une rénovation d'urgence de la maison de campagne. La structure avait besoin de réparation, et elle savait que c'était sa meilleure chance de contourner la résistance du vieux gardien. Lors de l'inspection du toit, ils découvrirent qu'une partie du bois était compromise par l'action des termites et devrait être remplacée. « Madame Amélie, nous avons trouvé quelque chose d'étrange dans le mur de la chambre principale. » Le maçon l'appela le 3e jour des travaux, et il semble y avoir un espace creux derrière ce panneau. Avec précaution, ils retirèrent le vieux bois, révélant une petite cavité. À l'intérieur, une boîte en métal, du type utilisé
pour ranger des documents importants. Amélie sentit son cœur s'accélérer en l'ouvrant. Elle contenait plusieurs photographies en noir et blanc, jaunies par le temps. Sur l'une d'elles, sa mère, beaucoup plus jeune, souriait ouvertement en tenant un enfant dans ses bras, une fillette d'environ 2. Amélie vérifia la date au verso, 20 mars 1975, 2 ans avant sa naissance. Qui était cet enfant qui recevait le regard aimant qu'elle n'avait jamais connu? En retournant la photographie, elle trouva une annotation de l'écriture élégante de sa mère. « Ma petite étoile, pour toujours dans mon cœur ». Les jours suivants se transformèrent en une enquête obsessionnelle. Amélie vida les armoires, inspecta chaque recoin de la maison, interrogea d'anciennes connaissances de la famille. La plupart détournaient le regard et offraient des réponses vagues. La ville semblait conspirer pour garder le secret, quel qu'il soit. Pendant la rénovation du toit, autre trouvaille. Un paquet de lettres, soigneusement noué avec un ruban délavé, caché sous les combles. C'était une correspondance, échangée entre sa mère et une certaine Claire, d'une ville voisine. Les lettres révélaient une Madeleine complètement différente, aimante, rêveuse, vulnérable. « Ma chère Claire », disait l'une des lettres datées de 1974. « Chaque jour, loin de notre petite me déchire de l'intérieur. Les médecins disent que le traitement à Lyon est le seul espoir. Mais comment puis-je supporter cette distance? Parfois, je me réveille la nuit en pensant avoir entendu ses pleurs. Je prie tous les jours pour que Dieu nous accorde un miracle. » Amélie laissa tomber la lettre, se sentant prise de vertige. Qui était cet enfant mentionné dans les lettres? Pourquoi n'avait-elle jamais su son existence? Et pourquoi sa mère, toujours si froide et distante, révélait-elle dans ses lettres un cœur si profondément aimant et blessé? Pendant qu'Amélie plongeait dans ce mystère, des problèmes surgirent dans son entreprise à Paris. Une cliente importante annula un grand projet et un fournisseur engagea une procédure pour rupture de contrat, des situations qui exigeaient sa présence immédiate. Partagée entre la nécessité de protéger son entreprise et l'impulsion presque désespérée de continuer l'enquête, Amélie trouva un soutien inattendu. « Je peux aider pendant que vous réglez les problèmes à Paris. » La voix la surprit alors qu'elle contemplait les collines depuis la terrasse de la maison. Se retournant, elle trouva Édouard Mercier, qui avait été son camarade de classe. Maintenant, comme elle le découvrit rapidement, il était le médecin le plus respecté de la ville. « Édouard, que faites-vous ici? J'ai appris que vous étiez de retour et que vous posiez des questions. » Il semblait mal à l'aise. « J'ai pensé que vous auriez peut-être besoin d'un ami. » Il y avait quelque chose dans son regard, une compassion, mêlée à quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité qui l'intrigua. « Vous savez quelque chose, n'est-ce pas ?» demanda Amélie directement. Édouard détourna le regard. « Ce sont de vieilles histoires, Amélie. J'ai grandi en entendant des bribes, comme tout le monde dans cette ville. Mais ce n'est pas à moi de... »« S'il vous plaît, » interrompit-elle, en lui saisissant le bras. « Je suis fatiguée des demi-vérités. Que savez-vous sur ma mère, sur un enfant qui apparaît sur les photos avant ma naissance ?» Édouard soupira profondément. « Je peux enquêter sur certaines choses pour vous, à l'hôpital local. Certains anciens registres doivent encore exister. Mais j'ai besoin que vous me promettiez quelque chose. » « Quoi ? » ?»« Que vous êtes préparé à ce que vous pourriez découvrir. Certaines vérités changent tout, Amélie. » Après un moment d'hésitation, elle acquiesça. « Je suis prête. J'ai vécu 45 ans avec un vide dans la poitrine que rien ne comble. N'importe quelle vérité vaut mieux que ce vide. » Amélie retourna à Paris pendant 2 semaines pour stabiliser son entreprise. Chaque minute loin de Valmont-sur-Loire semblait une torture. Les lettres trouvées, les photographies, les regards évasifs, tout tournait sans cesse dans son esprit, formant des théories de plus en plus perturbantes. Quand elle revint enfin, la petite ville était en plein préparatif. Pour la fête patronale, une tradition séculaire, des guirlandes colorées ornèrent la place du village, et l'odeur des spécialités régionales emplissait l'air. Amélie marchait distraitement entre les étals quand une main ridée toucha son bras. C'était une dame très âgée, appuyée sur une canne, avec des yeux clairs qui semblaient en voir au-delà du présent. « Comme vous lui ressemblez, » murmura la vieille dame, émue. « Les mêmes yeux,
la même façon de pencher la tête. Avant qu'Amélie ne puisse répondre, la dame plaça dans sa main un médaillon doré, identique à celui que sa mère avait porté toute sa vie. Elle voulait que vous ayez ceci, quand le moment serait venu. Qui êtes-vous? Comment connaissiez-vous? Ma mère? Demanda Amélie, confuse. Mais la vieille dame sourit simplement mélancoliquement et s'éloigna, se perdant dans la foule qui envahissait la place. Amélie ouvrit le médaillon avec des doigts tremblants. À l'intérieur, une photographie minuscule d'un bébé. Au dos, un nom gravé. Laura, mon premier ange. Laura. Un nom qu'elle n'avait jamais entendu dans sa famille. Qui était cet enfant et pourquoi portait-elle le titre de premier ange? Le lendemain, Édouard apparut à la maison de campagne, son visage sérieux indiquant qu'il apportait des nouvelles. « J'ai réussi à accéder aux anciennes archives de l'hôpital », dit-il, s'asseyant lourdement sur la chaise de la terrasse. C'était difficile. De nombreux registres de cette époque ont été perdus lors d'une inondation dans les années 80. Mais j'ai trouvé quelque chose. Il tendit un dossier jauni. C'est l'acte de naissance de votre mère, daté du 18 mars 1977. Amélie ouvrit le dossier le cœur battant. La fiche médicale était claire. Madeleine Moreau avait donné naissance à des jumelles. L'un des enfants, identifié comme bébé A, était né en bonne santé. Le second, bébé B, présenta de graves complications respiratoires et décéda quelques heures après la naissance. « J'avais une sœur jumelle », murmura Amélie, sentant comme si le sol disparaissait sous ses pieds. « Pourquoi ne m'a-t-on jamais rien dit ?» Édouard lui prit gentiment la main. Dans les petites villes comme celle-ci, à cette époque, perdre un enfant était presque un tabou. Beaucoup de familles n'en parlèrent tout simplement pas, comme si le silence pouvait effacer la douleur. Les pièces commençaient à s'assembler, les lettres mentionnant un enfant malade, les photographies de la fillette née avant elle, le deuil silencieux qui semblait habiter chaque recoin de cette maison. Mais ça n'explique pas. Amélie s'arrêta, les larmes l'emportant enfin sur sa résistance. Ça n'explique pas pourquoi elle n'a jamais réussi à m'aimer. Édouard resta silencieux, son regard révélant qu'il y avait plus, beaucoup plus qu'il ne disait pas. Cette nuit-là, une violente tempête frappa la région. Le genre d'orage qui semblait vouloir arracher les racines de la terre. Amélie était seule dans la maison de campagne, les ouvriers étant partis plus tôt en raison des prévisions de fortes pluies. Vers minuit, un fracas assourdissant la réveilla. Une partie du toit du couloir s'était effondrée. Courant vérifier les dégâts, elle trouva parmi les décombres un petit coffre en bois qui était probablement caché entre le faux plafond et le toit. Le cadenas était rouillé, mais céda facilement à un coup de marteau. À l'intérieur, des documents soigneusement conservés dans du plastique. Le premier était un acte de naissance, le sien. Mais les détails étaient différents de ce qu'elle connaissait. Sur ce document, elle figurait comme la fille biologique de Thérèse Moreau, sa tante, et de père inconnu, adoptée légalement par Madeleine Moreau, sa tante aînée, une semaine après sa naissance. Le choc fut comme un éclair traversant son corps. Elle n'était pas la fille de Madeleine, mais sa nièce. Sa vraie mère était Thérèse, la sœur cadette qui avait toujours semblé mal à l'aise en sa présence. Mais pourquoi? Pourquoi ce secret? Et pourquoi Madeleine l'avait-elle traitée avec tant de froideur si elle avait choisi de l'adopter? À 5 heures du matin, encore en état de choc, Amélie conduisit jusqu'à la maison de Thérèse en ville. Elle frappa à la porte avec insistance jusqu'à ce que sa tante, non sa mère biologique, ouvre, les yeux rouges de quelqu'un qui n'avait pas dormi de la nuit. « Tu sais maintenant, n'est-ce pas ?» demanda Thérèse, sa voix presque un murmure. Amélie tendit simplement l'acte de naissance. Thérèse l'invita à entrer et les deux femmes s'assirent dans le petit salon décoré de seins et de photographies anciennes. « J'avais 19 ans, commença Thérèse, ses mains tremblant, en servant le café. Je suis tombée amoureuse d'un garçon qui passait ses vacances ici. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, il était déjà parti et mon père, elle marqua une pause. Mon père était un homme aux principes stricts, une fille célibataire. Enceinte aurait été notre ruine sociale dans cette ville. Amélie écoutait, pétrifiée, chaque mot tombant comme des pierres sur son cœur. Madeleine, ma sœur, avait 32 ans, était mariée à Auguste depuis 10 ans.
et ne parvenaient pas à tomber enceinte. Ils avaient adopté une petite fille 2 ans plus tôt, Laura, qui est tombée gravement malade quelques mois après. Une maladie sanguine rare. Thérèse essuya une larme. La petite est décédée peu avant que je découvre ma grossesse. Là, pile des photographies, murmura Amélie. Le premier ange. Thérèse acquiesça. Madeleine était dévastée. Quand elle a appris ma grossesse, elle a proposé un arrangement qui semblait tout résoudre. Elle et Auguste m'accueilleraient pendant la grossesse, loin des regards de la ville, et adopteraient le bébé comme le leur. Nos parents ont soutenu l'idée. Cela préservait l'honneur de la famille et donnait un foyer stable à l'enfant. Mais elle ne m'a jamais aimé, dit Amélie, la douleur de décennies débordant dans sa voix. Pourquoi adopter un enfant pour le traiter comme un fardeau? Thérèse se couvrit le visage de ses mains, sanglotant. La tragédie s'est produite le jour de ta naissance. Madeleine était à l'hôpital avec moi. Auguste revenait de Lyon où il travaillait pendant la semaine. Il y a eu un accident sur la route. Il n'a pas survécu. Le silence pesa entre elles comme du plomb. Madeleine a tout perdu en quelques mois, sa fille adoptive et son mari. Et là, je lui tendais un bébé qui était un rappel constant de tout ce qu'elle avait perdu. Elle a tenu sa promesse de t'élever, mais quelque chose en elle était mort. Et toi, demanda Amélie, la colère commençant à remplacer le choc. Pourquoi ne m'as-tu jamais dit la vérité? Pourquoi m'as-tu laissé souffrir de son mépris? Année après année? Par lâcheté, répondit simplement Thérèse. Au début, j'étais trop jeune, trop effrayée. Plus tard, quand j'ai réalisé le traitement que tu recevais, j'ai essayé de me rapprocher. Mais Madeleine a clairement fait savoir que si je révélais la vérité, elle m'expulserait de sa vie et de la tienne. Elle était la matriarche. Respectée, j'étais la sœur cadette sans voix ni ressources. Alors tu m'as abandonné 2 fois, conclut Amélie en se levant. D'abord en me donnant, ensuite en me laissant grandir sans amour. Elle sortit de la maison se sentant plus orpheline que jamais, marchant sans but dans les rues de la ville qui commençaient à s'éveiller. Amélie. La voix d'Édouard la rattrapa alors qu'elle approchait de la place. Il courait dans sa direction, sa blouse médicale indiquant qu'il venait directement de l'hôpital. « Il faut que je te parle. » Quelque chose dans ses yeux, un mélange de détermination et de peur, la fit s'arrêter. « Je sais que tu as découvert la vérité sur ta mère biologique, » dit-il, essoufflé. « Mais il y a plus que tu dois savoir, sur ton père. » Une sensation glaciale parcourut sa colonne vertébrale. « Mon père biologique? Qu'est-ce que tu sais sur lui ?» Édouard respira profondément, comme quelqu'un qui prend son courage à 2 mains. « Ton père biologique s'appelait Robert Mercier. C'était mon père. » Le monde sembla tourner autour d'Amélie. « Ton père, ça fait de nous des demi-frères et sœurs, oui, » confirma Édouard, ses yeux maintenant embués de larmes. « Je l'ai découvert il y a 5 ans, juste après la mort de ta mère adoptive. Mon père a tout avoué sur son lit de mort, me demandant de trouver un moyen de réparer le tort qu'il avait causé à ta famille. Tu savais tout ce temps? » L'incrédulité fit place à la fureur. Tu m'as laissé chercher seul des réponses alors que tu les avais depuis le début? J'ai promis à mon père d'attendre le bon moment, de ne pas causer plus de douleur en révélant des vérités auxquelles tu n'étais pas préparé. Édouard tenta de lui prendre la main, mais elle recula. J'ai grandi en sachant que Madeleine était une femme brisée par la douleur. Mon père ne s'est jamais pardonné d'être parti, même sans connaître la grossesse. Quand il est revenu, des années plus tard, et a découvert ce qui s'était passé, il était trop tard. Tu étais déjà la fille de Madeleine aux yeux de la loi et de la société. Amélie s'assit sur le banc de la place, se sentant étrangement vide. 45 ans de vie basée sur des mensonges. Une mère biologique qui l'avait donnée. Un père qui ne l'avait jamais connue. Une mère adoptive qui avait projeté sur elle le deuil de ses propres pertes. Ça fait des années que j'essaie de comprendre pourquoi aucune relation dans ma vie ne fonctionne, dit-elle plus pour elle-même que pour Édouard. J'ai construit une carrière parfaite, une image impeccable, cherchant toujours l'approbation, essayant toujours d'être suffisante pour quelqu'un qui n'existe plus. Tu n'es plus seul maintenant, dit doucement Édouard. Si tu veux, nous pouvons essayer de construire la famille qui nous a été refusée. Dans les mois qui suivirent, Amélie plongea dans un tourbillon d'émotions et de décisions.
Son entreprise faisait face à une grave crise financière, aggravée par son absence prolongée. Un acheteur offrit une somme considérable pour l'affaire, la tentant avec la possibilité d'un nouveau départ complet. Tout en évaluant ses options, elle continua la rénovation de la maison de campagne, maintenant avec un objectif différent. Lors d'un nettoyage du bureau enfin ouvert, elle découvrit le journal intime de Madeleine, caché sous une lame de parquet descellée. Les pages jaunies révélaient la face cachée de la femme qui l'avait élevée, une âme tourmentée par la culpabilité, la peur et un amour compliqué qu'elle n'avait jamais su exprimer. Aujourd'hui, Amélie a eu 7 ans, disait une entrée de 1984. J'ai organisé une petite fête, comme Auguste l'aurait souhaité. Elle a, parfois, son sourire, cette même lueur dans les yeux que Laura avait. Ça fait si mal que j'ai peine à la regarder sans me souvenir de tout ce que j'ai perdu. Je suis une mère terrible. La petite mérite plus que ce que je peux donner, mais je ne sais pas comment rouvrir mon cœur. La peur de perdre à nouveau est plus forte que mes forces. Page après page, Amélie découvrit une Madeleine qui luttait contre ses propres démons. Le deuil non résolu, la colère contre un Dieu qui lui avait tant pris, la peur paralysante d'aimer à nouveau. Dans les dernières pages du journal, elle trouva une lettre qui lui était adressée, jamais remise, datée de quelques semaines avant la mort de Madeleine. « Ma fille », commençait la lettre, « si tu lis ceci, tu as enfin trouvé le courage d'ouvrir les portes que j'avais verrouillées. Je ne sais pas si je pourrai un jour te remettre ces mots personnellement, mais il faut que tu saches, ma froideur n'a jamais été de ta faute. Tu es arrivé dans mes bras à un moment où mon cœur était trop brisé pour recevoir le cadeau que tu étais. J'ai craint de t'aimer comme j'ai aimé Laura. J'ai craint de souffrir à nouveau la douleur déchirante de la perte. Et dans cette peur, j'ai commis l'injustice de te priver de l'amour que tu méritais. Je ne demande pas pardon. Je sais que le mal est fait. Mais je te laisse un compte que j'ai ouvert à ton nom le jour de ta naissance, avec chaque centime que j'ai économisé tout au long de ma vie. Utilise-le pour guérir ce que je n'ai pas pu guérir de mon vivant. Avec remords et amour tardif, Madeleine. Annexé à la lettre se trouvait le numéro d'un compte bancaire. L'enquête révéla une fortune considérable, résultat de décennies d'économies obsessionnelles et d'investissements prudents. Assez pour recommencer sans dépendre de la vente de son entreprise en crise. 6 mois après le début de sa quête de vérité, Amélie organisa un petit mémorial à l'église locale. Là, devant l'autel où elle avait été baptisée, elle alluma 3 bougies, une pour Laura, la sœur qu'elle n'avait jamais connue, une pour Auguste, l'homme qui aurait été son père adoptif, et une pour Madeleine, la femme brisée qui, à sa manière déformée, avait tenté de tenir une promesse impossible. Pardonner ne signifie pas oublier, dit le prêtre lors de la brève cérémonie. Cela signifie se libérer du poids du passé pour construire un avenir. Thérèse était là, vieillie par le poids des secrets, maintenant enfin exposée à la lumière. Édouard aussi, représentant le lien du sang qu'Amélie n'avait jamais su qu'elle avait. Et, à sa surprise, de nombreux habitants de la ville étaient présents, des gens qui avaient été les témoins silencieux du drame familial pendant des décennies, prisonniers des conventions sociales, qui valorisaient les apparences au-dessus de la vérité. Après le mémorial, Amélie annonça sa décision. Elle utiliserait l'héritage de Madeleine pour transformer la maison de campagne en un centre d'accueil pour les mères célibataires de la région. Un lieu où de jeunes femmes comme Thérèse l'avaient été pourraient trouver refuge sans jugement, orientation sans imposition et la chance d'élever leurs enfants avec dignité. Certains cycles doivent être brisés, dit-elle à Édouard, alors qu'ils observaient le coucher de soleil depuis la terrasse de la maison, maintenant rénovée. Les secrets de cette famille ont causé de la douleur pendant des générations. Il est temps de transformer cette douleur en quelque chose qui guérit non seulement moi, mais d'autres femmes qui font face aux mêmes préjugés que ma mère biologique a affrontés. Et toi ? Demanda Édouard, son regard révélant l'affection qui grandissait entre eux. Non pas un amour romantique, mais le lien profond de 2 survivants de la même tempête familiale. Tu retourneras à Paris ? Amélie contempla les collines, de Bourgogne qui brillaient maintenant dans des tons dorés sous le soleil couchant. La petite ville qui avait été le théâtre de tant de souffrances offrait maintenant la possibilité de la rédemption.
Je partagerai mon temps entre les deux mondes, répondit-elle, ressentant une paix qu'elle n'avait jamais expérimentée. J'ai engagé un administrateur pour l'agence à Paris et je délègue davantage de responsabilités. Certaines clientes importantes ont déjà accepté de travailler à distance. Elle marqua une pause, observant une hirondelle qui construisait son nid sur le rebord du toit, fraîchement rénové. Je crois que j'ai enfin compris que je n'ai pas besoin d'être parfaite pour être aimée. Que le vide que j'ai tenté de combler par le succès professionnel et l'approbation extérieure ne peut être rempli qu'avec l'acceptation et le pardon des autres et de moi-même. Dans les semaines suivantes, le centre d'accueil Laura, baptisé en hommage à la sœur qu'elle n'avait jamais connue, commença à prendre forme. Thérèse, cherchant sa propre rédemption, proposa de coordonner les activités, utilisant son expérience d'enseignante à la retraite pour créer des programmes éducatifs pour les mères et les enfants. À mesure que les murs étaient peints et les meubles assemblés, Amélie se sentait également reconstruite de l'intérieur. Chaque révélation douloureuse, chaque vérité exposée avait été une brique retirée du mur qu'elle avait érigé autour de son cœur. La rancœur ne disparut pas comme par miracle. Elle restait là, une cicatrice qui ne s'effacerait probablement jamais complètement. Mais elle ne définissait plus qui elle était ou qui elle pourrait devenir. Par un après-midi particulièrement chaud, alors qu'elle supervisait l'installation de berceaux dans ce qui serait le dortoir principal, Amélie trouva, caché dans un tiroir encastré dans le mur, le dernier secret de la maison. Une petite boîte à musique avec une ballerine en porcelaine. En l'ouvrant, la douce mélodie de la lettre à Élise remplit la pièce, ramenant avec elle un souvenir enfoui depuis longtemps. Elle avait 4 ans, malade avec une forte fièvre. Madeleine, pensant qu'elle dormait, s'était assise au bord de son lit et, pour la première et unique fois dont elle pouvait se souvenir, lui avait caressé les cheveux avec tendresse pendant que la boîte à musique jouait. « Dors, mon petit ange », avait-elle murmuré. « Maman est là. » Un moment de connexion authentique. Un aperçu de ce qui aurait pu être si la peur et la douleur n'avaient pas construit des murs si hauts entre elles. Amélie laissa les larmes couler librement, non seulement de tristesse pour ce qu'elle avait perdu, mais de gratitude pour ce qu'elle comprenait maintenant. Madeleine, dans son imperfection profondément humaine, avait fait de son mieux avec les outils émotionnels dont elle disposait. Thérèse, jeune et effrayée, avait cherché à protéger sa fille de la seule manière qu'elle connaissait. Toutes deux, prisonnières de leur temps et des attentes sociales, avaient sacrifié des parts d'elles-mêmes en essayant de faire ce qu'elles croyaient juste. En posant la boîte à musique sur le rebord de la fenêtre, Amélie observa le soleil illuminer le jardin renaissant. Les roses que Madeleine aimait tant refleurissaient après des années d'abandon, obstinément belles malgré les adversités. Comme elle-même, survivante d'un amour imparfait, mais toujours capable de fleurir. Le passé ne peut être réécrit, pensa-t-elle, en fermant doucement la fenêtre. Mais l'avenir est encore une page blanche, attendant d'être remplie avec les couleurs de la vérité, du pardon et de l'espoir. Et pour la première fois en 45 ans, Amélie se permit d'être simplement qui elle était, non pas la fille parfaite qui n'avait jamais réussi à plaire, non pas l'entrepreneur impeccable qui avait construit une forteresse de succès, mais une femme complexe, formée autant par les blessures que par les moments de grâce que la vie lui avait offerts. Le centre d'accueil. Laura ouvrit ses portes l'hiver suivant, accueillant 5 jeunes mères lors de son inauguration. En les observant bercer leur bébé sur la même terrasse où elle s'était sentie si seule un jour, Amélie comprit enfin son histoire, avec toute sa douleur et ses révélations, s'était transformée en un refuge pour d'autres femmes. Un lieu où les secrets n'avaient pas besoin d'être gardés et où l'amour, même imparfait, pouvait être le début de la guérison. La petite ville de Valmont-sur-Loire, qui pendant des décennies avait été le théâtre de son rejet, devenait maintenant la scène de sa rédemption, et de la rédemption d'autres femmes dont les histoires, bien que différentes, faisaient écho à sa propre quête d'acceptation et d'appartenance. Le cycle du silence avait été brisé, et à la place du vide qu'elle avait porté toute sa vie, Amélie trouva enfin son but. Transformer la douleur en compassion, l'abandon en accueil, les cicatrices en pont vers la guérison. Et quand la nuit tomba sur les collines de Bourgogne,
Les lumières de la maison de campagne, désormais un phare d'espoir, brillèrent contre l'obscurité, comme un rappel silencieux que même les histoires les plus douloureuses peuvent, finalement, trouver leur chemin vers la lumière.